suis Martin Liederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et d'étendre ainsi notre champ d'action. Nous avons réussi et depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne pouvait pas répondre aux besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons demandé que le cours soit traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Je suis Bert Kouchner et je suis le modérateur de cette série des Un monde, une vision, cours complet sur le strabisme. Et la conférence d'aujourd'hui porte sur les orientations futures en matière d'amblyopie et de strabisme. Je souhaite la bienvenue à tous les téléspectateurs. J'imagine que certains sont nouveaux et si c'est le cas, je suis heureux que vous soyez là. D'autres sont probablement d'anciens téléspectateurs et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je suis absolument ravi, comme vous le serez très bientôt, j'en suis sûr, de vous présenter l'orateur d'aujourd'hui, le Dr David Hunter. Je considère le Dr Hunter comme l'une des personnes les plus innovantes et les plus avant-gardistes dans notre domaine et vous comprendrez pourquoi, en parcourant son CV, il est la personne idéale pour parler des orientations futures en matière d'amblyopie et de strabisme. Le Dr Hunter a d'abord obtenu un diplôme en génie électrique et je pense que cela a beaucoup influencé la trajectoire de sa carrière. Il a fait un internat à Harvard et un stage à Johns Hopkins et il est aujourd'hui chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital pour enfants de Boston et professeur et vice-président d'ophtalmologie à la Harvard Medical School. Il est l'ancien rédacteur en chef de JPOS et cofondateur de Rebion, le fabricant du Blink Vision Screener. Le Dr Hunter possède une chaîne YouTube où il présente des vidéos concernant l'optique et la réfraction qui ont été visionnées plus de 60 000 fois, peut-être tous les ophtalmologistes du monde. Il est co-auteur des livres Last Minute Optics et Learnings Through Business. Et ses intérêts cliniques portent sur l'amblyopie et le strabisme complexe, et je peux affirmer qu'il est un clinicien absolument fabuleux et astucieux. Il a formé une 60aine de boursiers et environ 250 résidents. Il supervise un programme structuré d'observateurs internationaux, et si l'un des téléspectateurs internationaux est intéressé, j'imagine qu'il serait ravi d'avoir de vos nouvelles. En 2012, le Boston Globe a désigné le Dr Hunter comme l'un des 10 plus grands innovateurs de Boston, et cela à Boston, où se trouvent Harvard, le MIT et d'innombrables autres établissements d'enseignement supérieur. C'est donc dans cet esprit que j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Hunter. Merci beaucoup, Bert, pour cette aimable présentation. Je suis très honoré de participer à l'important travail d'un monde, une vision dans le cadre de cet effort éducatif. Je tiens à faire part de mes informations financières
car certaines d'entre elles sont en rapport avec ce dont je vais parler aujourd'hui. Je suis impliqué dans 2 sociétés qui produisent des appareils dans lesquels il y a un intérêt financier. Je veux donc m'assurer que les téléspectateurs sont au courant de cette information. Je tiens également à préciser que je ne peux pas prédire l'avenir, mais je vais simplement parler des orientations futures dans l'espoir de donner un aperçu de la situation actuelle et de la direction que nous pourrions prendre. Nous commencerons donc par un bref rappel historique pour situer le contexte, puis nous aborderons certains aspects particuliers des orientations futures concernant les causes du strabisme et de l'amblyopie, la détection, le traitement, et enfin nous parlerons un peu de l'enseignement médical et de la direction que nous prenons à cet égard. Revenons plus de 1000 ans en arrière, à la fin des années 850, lorsque Thabit ibn Qurra al-Harrani aurait été le premier à proposer que la fermeture de l'œil normal à l'aide d'un patch pour renforcer l'œil paresseux permettrait de traiter l'amblyopie en forçant l'esprit visuel à se diriger vers l'œil paresseux. D'autres innovations qui méritent d'être signalées, pour moi en tout cas, c'est dans les années 1500 que l'on a proposé pour la première fois un traitement pour l'ésotropie que nous ne pensons pas efficace, mais il y a eu au moins quelques progrès. Puis, dans les années 1830, la première chirurgie incisionnelle pour le strabisme. Puis, dans les années 1900, Bielchowski a introduit pour la première fois la possibilité de sutures ajustables qu'il disait d'ailleurs utiliser et qui ont été réintroduites par Jampolsky en 1970. Puis, à la fin des années 80, l'introduction du Botox dans les soins cliniques. Voilà pour les grandes lignes. Nous allons maintenant réfléchir à la direction que nous prendrons au cours des 20, 50 ou 100 prochaines années dans le domaine de l'amblyopie et du strabisme. Le premier point que je voulais aborder est l'étiologie. Et je pense que si nous voulons comprendre l'étiologie, la réponse se trouve d'une manière ou d'une autre dans la génétique du strabisme et la compréhension de la pathophysiologie moléculaire. Où en sommes-nous aujourd'hui en termes de tests génétiques? Nous savons que le strabisme est similaire à d'autres affections courantes communes qui se manifestent pendant l'enfance, comme l'autisme, où les facteurs génétiques contribuent à environ 40 à 80% du risque. De même, les études sur les arbres généalogiques montrent qu'environ 30% des personnes atteintes ont un parent proche souffrant de strabisme. Le risque est donc 3 à 5 fois plus élevé si vous avez un parent atteint. Nous savons également, grâce à des études sur les jumeaux, que les jumeaux monozygotes sont beaucoup plus susceptibles que les jumeaux dizygotes de développer un strabisme. Enfin, si l'on examine les études de population à travers le monde, on constate que différents groupes sont plus susceptibles de présenter des formes particulières de strabisme. L'ésotropie est plus fréquente chez les Caucasiens, l'exotropie plus fréquente chez les Africains et les Asiatiques. Tous ces éléments nous indiquent donc qu'il existe des composantes héréditaires le strabisme, mais personne n'a jamais été en mesure, jusqu'à présent, de trouver un lien direct particulier. Si l'on se penche sur les raisons de ce problème, quand on pense aux différentes conditions génétiques, on peut avoir une pénétrance qui varie de faible à élevée, et on peut avoir une fréquence d'allèles particuliers dans la population qui peut varier de très rare à commune. La plupart des travaux sur le strabisme génétique ont donc été réalisés dans des conditions où la pénétrance de l'affection est élevée, mais où elle est très rare dans la population. Ainsi, des maladies rares comme la fibrose congénitale des muscles extraoculaires ont une hérédité mendélienne, tout comme le maïs de Mendel, et nous sommes en mesure de trouver les gènes assez rapidement. En revanche, le strabisme a une pénétrance relativement faible au sein d'une famille donnée, et la fréquence des différents allèles est commune dans la population. C'est pourquoi, lorsque nous essayons de comprendre les causes de telles affections, nous utilisons des études d'association à l'échelle du génome. C'est donc vers les études d'association pangénomique que s'est orientée une grande partie de la génétique du strabisme commun ou comitant. Bien sûr, il y a toutes les conditions intermédiaires qui ont différentes sortes de pénétrance et de fréquence d'allèles. Qu'avons-nous donc appris de cette étude jusqu'à présent? Les études mendéliennes n'ont pas vraiment trouvé de variants cohérents et n'ont donc pas permis de tirer de grandes conclusions. En revanche,
certaines études d'association pangénomique ont mis en évidence un risque accru de strabisme en présence d'un polymorphisme nucléotidique unique particulier. Elizabeth Engel, l'une de mes collaboratrices, a ainsi été la première à identifier ce polymorphisme nucléotidique particulier, PNP, particulier comme entraînant une augmentation d'environ 41% du risque de strabisme dans une famille donnée. Dans notre étude, la UK Biobank a confirmé le strabisme en examinant les patients. La UK Biobank a réalisé une étude sur le strabisme par autodéclaration, puis une autre à partir des données des dossiers médicaux électroniques. Une autre piste intéressante n'est pas l'étude de gènes particuliers, ni même d'associations particulières, mais l'étude de variantes du nombre de copies. Mary Whitman, une autre collaboratrice de notre département, a découvert que 3 duplications de séquences génétiques augmentent le risque d'ésotropie. Le mécanisme par lequel ces séquences augmentent le risque est inconnu, mais il s'agit d'un travail en cours qui pourrait être très prometteur dans les études de génétique. Pour l'avenir, nous savons que, par exemple, dans le cas du diabète juvénile, il est possible d'obtenir un score de risque génétique qui tient compte de plusieurs PNP et que l'on peut maintenant calculer le risque avec une précision de 90%. Il est donc possible que nous puissions calculer les risques de la même manière lorsque nous disposerons de registres plus importants avec un meilleur phénotypage. Cela pourrait être utile. Par exemple, le programme de recherche All of Us est en train de recruter 1 million de sujets pour lesquels nous avons un accès complet aux dossiers médicaux électroniques de ceux qui s'inscrivent. Je pense que nous aurons besoin du séquençage du génome entier et pas seulement de l'association pangénomique ou du séquençage de l'exome entier afin que nous puissions examiner la variance du nombre de copies et faire le tri. La vision d'avenir serait un jour où, premièrement, nous comprendrions l'étiologie moléculaire du strabisme et où, deuxièmement, nous pourrions faire un prélèvement de joue et obtenir un diagnostic sur les personnes qui développeront un strabisme à la naissance. Mais passons à autre chose, puisque nous ne disposons pas encore de cette méthode de détection du strabisme. Comment dépister puis évaluer l'amblyopie et le strabisme? Nous allons donc parler des mesures de dépistage, puis nous reviendrons un peu plus en détail sur l'amblyopie. En ce qui concerne le dépistage de l'amblyopie et du strabisme, la norme est le dépistage photoréfractif. Il s'agit d'une technologie plus ancienne qui identifie les facteurs de risque et qui a ses limites. Je vais donc laisser de côté le dépistage des facteurs de risque et examiner les méthodes dont nous disposons pour détecter l'amblyopie et le strabisme. Pour rappel, j'ai un intérêt financier dans ce domaine, et il s'agit de l'utilisation du scanner de polarisation rétinienne, qui est une méthode d'identification dont nous avons découvert accidentellement qu'elle identifie l'amblyopie et le strabisme. Il s'agit d'un balayage rétinien qui examine les fibres nerveuses entourant la fovea pour détecter la fixation fovéale avec une très grande précision. Vous pouvez donc détecter une fixation fovéale bilatérale simultanée en effectuant un balayage rétinien en seulement quelques secondes sur un patient, et cela peut vous dire si la personne souffre de microstrabisme, car nous avons découvert que tout patient souffrant d'amblyopie souffre également de microstrabisme et que cet appareil peut le détecter. Dans les études que nous avons menées à l'aide de divers prototypes de cette technologie, nous avons constaté une sensibilité et une spécificité comprises entre 96 et 100% pour la détection non pas des facteurs de risque, mais de l'amblyopie et du strabisme chez les patients. Nous pensons donc qu'il s'agit de l'avenir du dépistage de l'amblyopie chez les enfants d'âge préscolaire. Il existe une autre approche qui est également une approche de détection. Il s'agit d'un dispositif qui suit le mouvement des yeux et présente des images de différents intérêts aux enfants. Il porte des lunettes qui peuvent effectuer un test de couverture alternée ou occlure un œil, ce qui permet d'obtenir un test de couverture, un test d'acuité visuelle et un test de stéréopsie avec cette approche. Il s'agit donc d'une autre approche pour détecter l'amblyopie et le strabisme plutôt que de les dépister. À l'avenir, certaines études utilisent des photographies de l'alignement des yeux et les introduisent dans un algorithme d'apprentissage profond
afin de permettre aux machines d'identifier le strabisme sur les photographies. Je ne sais pas s'il est possible d'atteindre le microstrabisme, mais dans cette étude publiée en 2021, ils ont constaté que sa performance pour diagnostiquer le strabisme horizontal était meilleure que celle des ophtalmologistes résidents. Les robots d'apprentissage profond sont donc déjà en train de s'approcher de nous. Maintenant, une fois que nous avons détecté l'amblyopie et le strabisme, quelle est la prochaine étape de l'évaluation? Il existe des développements prometteurs en termes de mesures automatisées du strabisme et au-delà. Voici le même appareil que je vous ai montré. Il s'agit d'un dispositif de suivi des yeux qui utilise également ses lunettes à obturateur. L'enfant regarde une émission ou quelque chose d'intéressant et l'angle de son strabisme peut être mesuré à l'aide de cette approche. Au-delà du dépistage, cette approche peut donc être utilisée pour une évaluation diagnostique. En outre, certaines avancées utilisent l'apprentissage profond à partir de l'interprétation de photographies lorsque le patient fixe en différentes directions. Voici un exemple où les sujets ont été photographiés avec leurs yeux dans différentes positions du regard et où l'algorithme d'apprentissage profond a pu donner un degré de confiance sur les versions des yeux individuels dans ces situations. En ce qui concerne l'évaluation de l'amblyopie, l'utilisation de l'IRMF pour comprendre la structure du cerveau chez les patients amblyopes pourrait constituer une nouvelle piste ou un nouveau développement. Voici un exemple d'image histologique des colonnes de dominance oculaire dans le cerveau du macaque. Et vous pouvez voir dans ce scanner IRM de 7 Tesla que Shahin Nasser a utilisé pour l'IRMF la corrélation anatomique qui est très élevée avec ce que l'on peut obtenir à partir des coupes. Ainsi, on peut voir les colonnes de dominance oculaire dans le cerveau des sujets atteints d'amblyopie. Voici un exemple d'un sujet témoin dont les colonnes de dominance oculaire sont normales et d'une personne atteinte d'amblyopie strabique où l'on peut voir que l'autre œil, dans les couleurs du spectre rouge, domine le cortex visuel. Dans cet exemple, nous avons également un patient dont l'amblyopie a été traitée et chez lequel on peut constater une certaine amélioration dans le sens de ce que l'on observerait chez un patient témoin. Est-il possible qu'à l'avenir, nous puissions l'utiliser lorsque nous aurons un meilleur accès à ces études IRMF à haute résolution? Actuellement, il faut beaucoup de temps pour réaliser ces études, mais un jour, nous pourrons peut-être recruter un sujet amblyope, obtenir son empreinte IRMF et élaborer un plan de traitement individualisé, en comprenant peut-être aussi quel est son degré de plasticité cérébrale. Une fois l'amblyopie et le strabisme diagnostiqués et bien caractérisés, quelles sont les avancées ou les tendances futures en matière de traitement? Nous avons certainement entendu parler du traitement binoculaire. Nous en parlerons donc un peu aujourd'hui, ainsi que d'autres nouvelles approches du traitement de l'amblyopie. Tout d'abord, une définition de ce que vous entendez par dicoptique. Cela signifie simplement que l'on présente des images différentes à chaque œil. Il existe un certain nombre d'approches différentes qui peuvent être utilisées pour présenter un traitement dicoptique. L'une d'entre elles consiste à utiliser des lunettes rouges ou vertes. La seconde consiste à utiliser un casque binoculaire pour présenter des images différentes. Il peut s'agir d'une vue plane ou même d'une réalité virtuelle. Enfin, il y a la réalité augmentée. Et dans la réalité augmentée, vous avez la réalité virtuelle, la vue immersive, mais vous avez une vue simultanée du monde réel. On pourrait donc imaginer utiliser des lunettes de réalité augmentée et, au lieu que l'enfant regarde des films, il pourrait vaquer à ses occupations quotidiennes, mais on pourrait toujours programmer au lieu de se contenter d'un écran qui s'affiche ici. On pourrait programmer différentes prescriptions de thérapie binoculaire dans la vie de tous les jours. Parmi les traitements binoculaires disponibles, celui-ci est l'un des dispositifs qui utilise le casque. L'œil le plus fort bénéficie d'un contraste réduit.
Les deux yeux subissent un masquage dicoptique. Le cerveau doit alors construire ces deux images en un seul percept. C'est pourquoi ils ont le choix d'un grand nombre de vidéos à regarder, un large contenu de vidéos à regarder. Jusqu'à présent, les études menées ont montré que cette méthode était efficace pour traiter l'amblyopie. La FDA a déjà autorisé une autre approche pour le traitement de l'amblyopie. Il s'agit donc d'une approche actuelle et non future. Au lieu d'utiliser un casque, on utilise des lunettes rouge-vert. Vous voyez ici qu'un suivi oculaire est également incorporé à ces lunettes, de sorte que l'œil sain, dont je viens de parler, bénéficie d'un suivi oculaire pour brouiller cette partie de ce que voit l'œil sain. L'œil amblyope reçoit l'image la plus forte. Là encore, des essais cliniques ont démontré l'efficacité de ce système dans le traitement de l'amblyopie. C'est pourquoi la FDA a donné son feu vert. Nous disposons donc désormais de ces deux méthodes en plus de l'occlusion qui date de l'année 800 et aussi la pénalisation par l'atropine. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, une fois que vous avez les deux yeux en place, une fois que vous pouvez contrôler ce que chaque œil voit avec ce degré de précision, il peut y avoir d'autres modifications telles que la synchronisation des décalages, où vous pouvez présenter les stimuli à l'œil amblyope un peu plus tôt qu'à l'œil sain parce que l'œil amblyope est connu pour avoir une réponse un peu tardive. Des études préliminaires ont ainsi montré que l'œil amblyope a un retard d'environ 8,3 millisecondes par rapport à l'autre œil. Si l'on tient compte de cela, cette étude affirme que le traitement de l'amblyopie est 50 fois plus efficace que l'application d'un cache-œil. Quels sont donc les autres moyens potentiels de traiter l'amblyopie? Bien sûr, le problème est qu'une fois que la plasticité cérébrale s'est consolidée, nous ne pouvons plus du tout traiter les adultes. Il y a eu de nombreuses tentatives, mais peu de succès, pour ramener les yeux amblyopes des adultes à 20/20. Ces thérapies potentielles comprennent donc la thérapie médicale. Nous parlerons de la stimulation transcrânienne et de l'élimination de stimulation des deux yeux simultanément. En ce qui concerne la thérapie médicale, Takao Hensch est un collègue qui parle beaucoup de la structure de la plasticité cérébrale. Il existe littéralement des filets qui se forment autour des neurones dans le cerveau pour empêcher la plasticité cérébrale. Il existe également des modulateurs chimiques de la plasticité cérébrale, notamment l'acétylcholine. Il a donc mené un certain nombre d'études pour tenter de rouvrir cette fenêtre de plasticité dans le cerveau. L'une des études qu'il a menées a révélé que les rats traités au donépésil, ou les souris, devrais-je dire, traitées, dont l'amblyopie avait été traitée au donépésil, pouvaient être soignés chez les souris adultes. Nous avons donc transposé ce traitement en clinique et réalisé une courte étude ouverte pour déterminer si le donépésil pouvait être utile dans le traitement de l'amblyopie, et nous avons constaté que nous pouvions obtenir une amélioration de l'acuité visuelle qui durait après l'arrêt du donépésil, bien que la vision ne soit pas revenue à 20/20. Il est donc difficile de dire si c'est la réponse que nous recherchons. Le Dr Hensch a également utilisé le valproate pour essayer d'enseigner et l'a utilisé efficacement pour enseigner la hauteur parfaite à des adultes qui n'auraient normalement pas été capables de développer la hauteur parfaite sur le système audio. On peut donc se demander si ce n'est pas une autre façon d'ouvrir la plasticité cérébrale ou peut-être d'autres approches. Une autre façon d'envisager la plasticité cérébrale peut également être stimulée par diverses formes de stimulation cérébrale, qu'il s'agisse d'une simple activité physique, car il est désormais prouvé que le traitement de l'amblyopie peut être amélioré grâce à l'activité physique. Certaines études ont également utilisé des jeux vidéo pour tenter de stimuler le cerveau et d'ouvrir les voies de la plasticité. Pour la stimulation cérébrale transcrânienne, il s'agit soit d'une approche magnétique pour stimuler les cellules cérébrales ou par une stimulation électrique directe du cerveau.
Il existe donc quelques études pilotes préliminaires portant sur ce type d'approche. Il n'y a encore rien de solide, mais les travaux se poursuivent pour déterminer s'il s'agit ou non d'une méthode sur laquelle nous pourrons compter à l'avenir. Pour les adultes atteints d'amblyopie, cela reste à voir. Une autre approche qui a suscité un certain intérêt ces derniers temps consiste à éliminer temporairement la stimulation des deux yeux afin de redémarrer le cerveau, si l'on peut dire, en éteignant toute stimulation oculaire. On se demande ce que fait l'œil amblyope par rapport à l'œil sain dans l'amblyopie et comment ils interagissent l'un avec l'autre. Ces réflexions ont conduit à un certain nombre d'études où on a plongé en premier lieu des rongeurs amblyopes, puis des chats dans l'obscurité totale. L'article de Don Mitchell a été l'un des premiers à montrer que des chats amblyopes exposés pendant plusieurs jours à l'obscurité totale étaient capables de retrouver une vision normale dans les deux yeux. Il existe donc une étude humaine qui a été menée en plaçant des êtres humains amblyopes dans l'obscurité totale pendant une période équivalente à celle des chats, mais en années ou en jours humains. Mais ces études n'ont pas encore été publiées. Nous ne savons donc pas encore si l'obscurité totale sera une réponse ou non, mais placer quelqu'un ou quelque chose dans l'obscurité totale pendant de longues périodes est encombrant et difficile. En guise d'alternative, des essais ont été menés avec l'injection intravitréenne de tétrodotoxine pour rendre les deux yeux temporairement aveugles. Ces études ont également donné des résultats impressionnants sur des modèles animaux. En voici une où des chats ont été traités. Vous voyez qu'avant la privation monoculaire, c'est-à-dire la DM, ils avaient la même acuité visuelle. Après la privation monoculaire, indiquée par les lettres DM, il y avait un œil amblyope, et après l'injection de tétrodotoxine et sa dissipation, l'œil amblyope des animaux adultes est revenu à la normale. On peut donc se demander si les deux yeux doivent être injectés ou s'il suffit d'injecter l'œil sain. Là encore, cela reste à voir, mais il y a là quelque chose de prometteur, un signal que la plasticité cérébrale pourrait peut-être être modulée d'une manière ou d'une autre par cette approche. Revenons-en au strabisme. Qu'en est-il du traitement du strabisme? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous dans ce domaine? Je vais donc parler des éléments énumérés sur la diapositive. Commençons par la planification chirurgicale. Nous craignons tous l'ischémie du segment antérieur et nous aimerions du globe être en mesure d'identifier ces patients à l'avance. Pour le faire, nous procédons à une angiographie de l'iris, mais c'est une technique encombrante. Il faut faire l'injection. Il est difficile de réaliser ces études. C'est pourquoi Federico Vélez a réalisé une étude pilote dans laquelle, au lieu d'utiliser l'ICGA, angiographie de l'iris avec l'indocyanine verte, il a élaboré un protocole pour utiliser l'OCTA, angiographie via tomographie par cohérence optique, afin d'examiner la perfusion de l'iris. Il a ensuite examiné, je crois, 8 sujets avant et après une opération du strabisme. Il a constaté un signal, une capacité à détecter les changements de perfusion chez certains des sujets, mais pas tous, en utilisant l'OCTA. Je n'ai pas vu d'autres publications sur ce sujet, il est donc difficile de savoir si cela sera réalisable, mais à mesure que la technologie progresse et qu'il devient plus facile d'obtenir des études OCTA, il s'agit certainement d'une voie vers laquelle nous pourrions nous diriger. Nous avons réalisé quelquefois, pour des cas spéciaux, une impression tridimensionnelle à partir de scans IRM pour planifier la chirurgie dans ces cas difficiles. Voici donc un patient que j'ai vu et qui avait, comme vous pouvez le voir ici, un muscle extraoculaire accessoire avec une rétraction défigurante du globe oculaire. Nous voulions donc voir si nous pouvions couper cette bande, mais vous voyez qu'elle se trouve juste à côté du nerf optique. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on veut simplement faire sans une planification aussi minutieuse que possible,
Nous avons donc pris ces images IRM et nous avons d'abord développé un modèle tridimensionnel avec lequel nous pouvions planifier. Voici une vidéo de moi jouant avec le modèle tridimensionnel pour essayer de déterminer où se trouve le muscle accessoire et où se trouve le nerf. Est-il préférable d'adopter une approche temporale ou nasale? Puis nous l'avons imprimé. Nous avons donc obtenu une impression grandeur nature montrant toutes les parties essentielles, puis, en collaboration avec un chirurgien de l'orbite, nous avons planifié l'approche et nous sommes allés au bloc opératoire avec toute cette planification avancée. Malheureusement, je n'ai pas de photos avant et après, car je n'ai pas pu éliminer la rétraction du globe. Il y avait trop de cicatrices qui n'apparaissent pas dans cette vidéo, mais nous avons utilisé cette technique pour d'autres cas similaires. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait devenir plus accessible à l'avenir au fur et à mesure que les imprimantes tridimensionnelles deviennent plus accessibles. Qu'en est-il de l'IA, intelligence artificielle? Nous en avons certainement déjà parlé, et cela devrait être un outil que nous pouvons utiliser pour planifier notre chirurgie du strabisme. Je veux dire que notre cerveau utilise l'intelligence régulière pour réfléchir à la manière dont nous traitons les cas si nous pouvions continuer à utiliser les dossiers de santé électroniques. Si nous pouvions avoir accès à toutes les mesures, au moins 5 et idéalement 9 directions du regard, et les intégrer à partir de... Si nous obtenions des études cliniques et chirurgicales de milliers, voire de dizaines de milliers de cas, ainsi que les résultats post-opératoires, nous pourrions anticiper l'avenir en utilisant notre dossier médical électronique afin de déterminer quoi faire dans ce cas précis. Notre dossier médical électronique nous dira l'opération à réaliser au lieu que ce soit notre orthoptiste qui nous dise quelle opération faire. Une autre façon d'aborder la question des données est d'examiner les grands ensembles de données tels que le registre IRIS Intelligent Research Insight. Voici un exemple où il existe de nombreuses études sur les sutures ajustables, mais dans cette étude, Isdin Oke, de notre département, a examiné 35 000 chirurgies du strabisme et a étudié la fréquence des réopérations après une chirurgie de suture ajustable par rapport à une chirurgie de suture non ajustable. Qu'en est-il des nouvelles approches chirurgicales du strabisme? Je voudrais parler des domaines que nous considérons comme des outils potentiels ou des choses que nous pouvons utiliser pendant l'opération ou des façons d'aborder les patients qui ont un strabisme difficile à traiter. J'ai déjà mentionné le Botox comme une forme traditionnelle, mais je pense que nous aurons peut-être une façon d'utiliser le Botox qui n'est pas assez reconnue et qui a été mise en évidence par Guyton dans sa conférence CNAP de l'année, où il a proposé que la cause de l'ésotropie infantile est la convergence dissociée chronique, où les patients essaient de converger pour contrôler cette déviation horizontale dissociée et se rendent ésotropes par l'adaptation de la longueur du muscle. Il a donc proposé qu'une intervention précoce et immédiate avec du Botox chez ces patients puisse traiter l'ésotropie infantile. Je connais d'ailleurs quelques cas où cela a été fait. Cela a été fait par un de mes anciens collègues qui m'a contacté. Elle avait un enfant de 10 semaines. Il n'y avait pas de désalignement visible dans la vie réelle, mais sous anesthésie, le patient avait une ésotropie à grand angle. Elle a injecté du Botox dans les deux droits internes à 10 semaines et 1 an après l'opération, elle a fourni ces images montrant que l'alignement des yeux du patient était toujours droit et plusieurs années plus tard, le patient avait développé une ésotropie accommodative. Et c'était tout. Je pense donc que j'aimerais beaucoup qu'un jour nous puissions essayer de voir les patients, non pas à 3 mois, non pas à 6 mois, mais à 10 semaines, dès qu'ils développent une ésotropie. Serait-ce la voie à suivre pour éliminer l'ésotropie infantile? La bupivacaïne est une autre injection dont on parle depuis qu'Alan Scott l'a présenté comme un traitement potentiel. Initialement, il y a eu beaucoup d'enthousiasme à son sujet en tant que compagnon du Botox, bien que j'ai récemment passé en revue toute la littérature publiée sur la bupivacaïne, et il semble que l'effet net total à long terme soit d'environ 6 à 8 dioptries de prisme après une injection de bupivacaïne.
Cela peut donc David. être efficace dans certains cas, mais je ne peux pas décider ou dire si cela sera largement adopté à l'avenir. Qu'en est-il des autres approches chirurgicales? En voici quelques-unes dont vous avez déjà entendu parler. Il s'agit d'une chirurgie du strabisme relativement nouvelle, peu invasive, qui utilise de la colle au lieu de suture. Mais ce n'est pas ajustable. Il y a la chirurgie de la poulie. L'ajustement tardif des sutures est quelque chose que j'ai essayé et que j'utilise régulièrement, l'application de produits viscoélastiques pour réduire la cicatrisation. Il existe donc de nombreux articles et publications sur chacune de ces techniques. L'adoption a été variable parmi tous nos collègues, mais chacun d'entre eux pourrait potentiellement décoller si les gens s'enthousiasment pour eux. Je ne sais pas exactement où ils en sont. La TCO, tomographie par cohérence optique, péropératoire, est une possibilité intéressante pour certains aspects de la chirurgie du strabisme. Matthew Pihiblad m'a fourni cette image et il m'a dit qu'il pensait que c'était très utile pour l'enseignement parce qu'on peut montrer immédiatement aux résidents la profondeur exacte de son passage scléral et aussi, pour les patients complexes qui ont subi une chirurgie auparavant, le TCO en péropératoire peut être utile. Ainsi, au fur et à mesure que cet outil devient plus accessible et disponible, il sera dans la salle d'opération et vous pourrez l'utiliser pendant que vous opérez votre strabisme. Nous pourrons peut-être l'utiliser comme complément à notre chirurgie, non seulement pour la planification, mais aussi pour le traitement. De même, certains articles publiés récemment utilisent l'imagerie spectrométrie laser péropératoire pour étudier la perfusion du segment antérieur pendant l'opération. C'est un peu moins délicat que le TCOA et vous pouvez voir ici avant et après la récession du droit interne gauche et, du point de vue du chirurgien, la perte de perfusion et ici après la résection du droit externe, la perte de perfusion. Il est donc possible d'examiner la perfusion pendant l'opération dans les cas où l'on craint une ischémie du segment antérieur. Qu'en est-il de la stimulation électrique des muscles extraoculaires dans le but de restaurer la motilité chez les patients atteints de strabisme parétique? Federico Vélez a réussi à le faire chez un chat qui avait reçu une injection de Botox auparavant et a mis au point des protocoles pour y parvenir. Depuis cette étude, je n'en ai pas vu d'autres. Je ne sais donc pas où cela va nous mener. Et il y a beaucoup d'obstacles à la mise en œuvre de cette méthode chez l'homme. Ce qui pourrait être moins difficile et qui est assez excitant, c'est cette étude que j'ai trouvée dans la recherche zoologique, je suis sûr que vous l'avez tous lu, où ils ont pu induire des mouvements oculaires passifs en utilisant des aimants de terre rares sur l'œil combinés à un électro-aimant à l'extérieur de l'œil pour faire bouger les yeux d'un côté à l'autre. En utilisant des aimants, l'implantation serait donc beaucoup moins complexe pour placer un aimant sur l'œil et faire bouger l'œil dans différentes directions. Enfin, je voulais parler un peu de la formation médicale en chirurgie du strabisme, car je pense que l'avenir est là aussi. Nous avons donc assisté à l'émergence de divers modèles d'enseignement de la chirurgie du strabisme, des modèles très physiques. Nous travaillons actuellement sur l'un d'entre eux et l'objectif que je poursuis ou que nous poursuivons est d'obtenir quelque chose de peu coûteux qui puisse être facilement diffusé. Nous avons donc mis au point ces modèles à 3 dimensions qui permettent de pratiquer des passes sclérales, d'accrocher le muscle, de suturer le muscle, de faire l'éduction forcée. Nous venons tout juste de mettre au point ces modèles et nous sommes en train d'élaborer nos protocoles d'enseignement. Une autre approche que j'aimerais vraiment voir et qui n'a pas eu de chance jusqu'à présent, ce que vous voyez ici est une chirurgie virtuelle de la cataracte. Il ne s'agit pas d'une véritable opération de la cataracte, il s'agit donc d'une simulation en réalité virtuelle, RV. Le problème avec la chirurgie du strabisme que j'ai constaté, parce que j'ai essayé d'amener les gens à essayer de faire quelque chose comme ça, c'est que pour la chirurgie du strabisme, vous avez besoin d'un retour physique plus important de ce que vous ressentez lorsque vous effectuez les passes sclérales. Nous aurons donc besoin de meilleurs gants à retour haptique que vous pourrez porter pendant que vous effectuez votre chirurgie virtuelle du strabisme. Ensuite, je pense que nous pourrions passer au monde de la RV dans l'enseignement médical. La mondialisation du contenu éducatif est une autre évolution passionnante. Le Centre de formation en ophtalmologie pédiatrique,
AO Knights Templar en est un bon exemple. Il ne s'agit pas seulement de cours magistraux, mais aussi de contenus interactifs, comme ce simulateur de rétinoscopie que je montre ici en train de jouer avec. Cela permet, encore une fois, de ne pas rester assis à écouter quelqu'un comme moi parler, mais de permettre à l'étudiant d'interagir avec le logiciel et d'apprendre l'évaluation de la rétinopathie du prématuré, les mesures du strabisme et la rétinoscopie. Bien sûr, il y a aussi des conférences, mais ces conférences et séminaires en ligne se mondialisent également. Voici un exemple de l'un des flux en direct que j'ai mis en ligne et que le Dr Kushner a mentionné. Il existe d'autres communautés mondiales telles que SaberSight. La WSPOS, World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, a organisé des webinaires à l'échelle mondiale qui ont eu un taux de visionnage très élevé, ce qui est très impressionnant. Et bien sûr, tous ceux qui m'écoutent en ce moment font partie de l'avenir de la chirurgie du strabisme parce qu'ils écoutent cette conférence « Un monde, une vision ». Sur ce, je voudrais juste résumer en disant que je pense que l'avenir de l'innovation dans tout ce que nous faisons pour le strabisme et l'amblyopie est là. C'est juste à des personnes créatives de penser à la façon de prendre la technologie existante et de l'exploiter dès qu'elle devient largement disponible. Il faut en quelque sorte réfléchir à la technologie avant qu'elle ne soit largement disponible et à la manière de l'appliquer lorsqu'elle le sera pour réaliser ce genre d'avancée. Cela dit, je le répète, je ne peux pas voir l'avenir. C'est ma vision biaisée du monde. Il y a probablement beaucoup d'autres innovations qui n'ont pas été évoquées dans cette conférence. Je vous laisse donc le soin d'aller chercher ces innovations et de participer à l'avenir de ce que nous faisons. C'était tout simplement fabuleux, comme prévu. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de voir l'avenir, mais vous nous en avez donné un aperçu merveilleux et l'avenir s'annonce certainement passionnant. Je dois dire qu'en écoutant cette conférence, il y a beaucoup de choses qui me font regretter de ne pas avoir commencé ma carrière et de ne pas avoir pu bénéficier d'une grande partie de ce que vous avez dit. Vous avez été tellement exhaustif et vous avez couvert tout ce qui était imaginable que je n'ai pas beaucoup de questions, mais j'en ai une à laquelle j'aimerais que vous pensiez. J'ai souvent, pendant longtemps, été intrigué par l'idée que la chirurgie du strabisme est variable, comme nous le savons tous. Nous pouvons avoir 2 patients. Chez l'un, nous pouvons reculer les 2 droits internes, 5 mm, et obtenir une correction de 15 ou 20 dioptries de prisme, et chez un autre patient, 60 dioptries de prisme. Je suis curieux de savoir ce qui différencie ces patients les uns des autres. À l'heure actuelle, notre chirurgie est presque exclusivement basée sur une formule, sur la mesure. C'est tout ce que nous prenons en compte. Et il y a probablement d'autres variables. Je sais que Gili, en Australie, avait un système complet, un algorithme de planification de la chirurgie basé sur la longueur axiale. Il en tenait compte. D'un point de vue conceptuel, cela me paraissait tout à fait logique. J'ai étudié cela pendant longtemps. Pour de nombreux patients, j'ai constaté que la longueur axiale avait un impact sur le résultat, mais il était assez négligeable. Je me demande donc quels autres éléments nous devrions prendre en compte. Devrions-nous tenir compte de l'étirement de la longueur du muscle, d'une tension de la longueur du muscle lui-même? Devrions-nous en tenir compte? Quels sont les autres éléments qui, selon vous, devraient influencer nos décisions en chirurgie? J'ai toujours considéré la chirurgie du strabisme comme un problème où le conducteur de la voiture tourne les roues légèrement dans la mauvaise direction, mais la voiture elle-même est complètement bloquée et nous ne pouvons pas entrer et faire quoi que ce soit au conducteur pour lui dire de redresser la voiture. Nous travaillons donc sur les roues. Le rendement. Nous déplaçons les roues de sorte que lorsque le conducteur se trompe, la voiture se redresse. Et si le conducteur change, quelque chose change. La meilleure façon d'opérer les patients atteints de strabisme idiopathique
sera donc de s'attaquer à la cause du strabisme par le biais d'une intervention chirurgicale sur le cerveau. En attendant, nous devons nous en tenir au taux de muscles fixé, à ce que le cerveau décide que le tonus musculaire doit être pour un patient donné. Et donc, je pense que lorsque nous opérons, nous jetons tout cela, nous sommes, encore une fois, nous sommes justes. Nous mettons tout le système, quoi que ce soit, même dans son équilibre instable, nous le mettons en déséquilibre. Et ainsi de suite. Et donc, le nombre de millimètres de chirurgie que nous faisons n'a presque pas d'importance. Nous avons fait cette intervention et nous l'avons déséquilibré et maintenant, il va trouver un nouvel équilibre quelque part. Je pense que je contourne votre question, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire sur le tonus musculaire si nous pouvions obtenir quelque chose comme quelle est la force du muscle qui tire sur l'œil. C'est vrai. Lors d'une intervention chirurgicale, nous pourrions mesurer la tension élastique du muscle, mais pas la tension active, si le patient est endormi. C'est intéressant. Oui, la courbe de tension longitudinale, si nous pouvions avoir une meilleure idée de cela. Oui, c'est vrai. David, je vous remercie à nouveau. Et je voudrais remercier les téléspectateurs. Il s'agit en fait de la dernière conférence de cette série. David, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le cas. Nous avons gardé l'avenir pour la fin. Chers téléspectateurs, si vous êtes à l'écoute, si vous avez suivi les conférences dans l'ordre, j'espère que vous les avez toutes trouvées utiles. Si vous commencez la série avec cette conférence ou si vous l'avez suivie au milieu, il y a encore beaucoup de matériel intéressant qui vous attend. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon après-midi, un bon matin, selon l'endroit d'où vous regardez et l'heure qu'il est dans votre localité. En vous apportant ce cours vidéo, je vous adresse de nombreux remerciements. Nous vous remercions d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et éducatif et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. À One World, One Vision, nous remercions chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile et bien sûr à Bert Kouchner qui a assumé la charge, heureuse nous l'espérons, du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un énorme merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés afin de rendre ce cours à la fois visuel et auditif extraordinaire, et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldonvision.org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à owof2020@gmail.com. Au revoir.